S'il s'avère que 60 millions de consommateurs c'est des immenses merdes et qui truquent tout, leur réputation sera détruite. C'est basé que sur la réputation. Tu les écoutes parce que jusque-là ils ont donné des bonnes infos. Tu vois quand même de plus en plus des familles qui se fracturent quand les gosses ils restent trop longtemps dans le système public gauchisant et c'est terrible. Une fuite en avant perpétuelle, c'est-à-dire qu'au début tu commences, tu dis bah je vais le mettre à la maternelle, oui forcément, puis je vais le mettre à l'école primaire, puis ça continue et en fait tu te rends compte qu'à 18 ans ton gosse il veut plus te parler, il est marxiste et t'as juste envie de le buter, tu peux plus voir sa gueule. Parce que t'aurais mangé à la fin sans Monsanto, parce que t'aurais pas dû manger du gravier. Il n'existerait peut-être même pas. C'est que bah oui, t'as peut-être mangé de la merde, mais t'as mangé. Dans 3, 4, 5, 6 ans, ça sera de pire en pire, qu'il y aura de plus en plus de règles. Bah c'est l'URSS. Et au début, ça part de bonnes intentions, parce que la fin, t'es les dents qui tombent, t'es là, le petit mec clochard dans la rue. Bonjour, bonjour. Comment ça Salut va ? Alex. Ça roule, ça roule. On n'avait pas parlé la dernière fois, mais les gens, je sais même pas s'ils ont capté qu'on était à deux endroits différents et qu'on s'appelait. On n'est pas juste chez nous, l'un dans les toilettes et l'autre dans la cuisine. Et si. Et ouais, bah genre juste pour tenir les gens un peu au courant, c'est vrai que là moi j'étais parti à Bali. Donc c'est vrai que je me retrouve avec des décorations un peu peace and love derrière moi et dans une vieille salle. Et des chemises à fleurs. Et des chemises à fleurs. Euh, du coup, ouais, non, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que tu branles là-bas ? Qu'est-ce que je branle? Bah, on regarde comment c'est la vie en dehors de la France, de la morosité globale. Et puis, on peut voir ce que ça donne quand Nicolas, il sort du pays. Ok. Et, et en vrai, c'est cool, hein. Faut pas hésiter à aller voir comment c'est ailleurs. Hmm. Je pense que, de toute façon, il faudra qu'on fasse des retours d'expérience de ce genre de choses, d'escapades, de l'enfer fiscal. C'est vrai qu'on a toujours ça aussi sur le feu, toute l'histoire des Costa Rica, de l'exit fiscal, l'optimisation. L'exil. En plus, c'est vrai que ça peut être assez intéressant, je pense. Bah, dites-nous dans les commentaires si c'est un truc qui vous intéresse, mais on peut vous faire presque une émission avec un parallèle entre toi qui t'es barré pour essayer d'être un peu plus souverain, et moi qui reste pour l'instant et qui a un projet de business physique. C'est quand même, on est quand même pas en train de partir sur le même projet. Donc, si ça vous intéresse, moi, pour info, c'est un centre pour jouer au paddle, donc le sport de raquette, qui est un business donc qui demande de l'infrastructure, de potentiellement embaucher des gens. C'est le cœur du réacteur du Socialistan. Mais j'ai envie d'essayer pour la science. Et en fait, voilà. Donc, si ça vous intéresse, dites-nous. Et on va Parce que après normalement, tu m'as dit, mais tu dois écrire un livre là-dessus. Ouais, bah en fait, je documente tout depuis le début. Depuis la première fois où je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée, entre les normes, le permis de construire, les interactions avec les différentes administrations. J'essaye de tout documenter et de noter toutes les dingueries qui se passent. Et en fait, à force de noter, je pense que ouais, ça peut faire un livre. Ça peut Parce faire que en tout cas une c'est folie sur folie quand même, hein, cette histoire. Ouais, ouais. Non, les gens se rendent pas compte. Et là, j'aimerais montrer tout ce qu'on ne voit pas quand les gens montent un projet. Parce que les gens ont tendance à dire oui, les gens qui montent des boîtes, ils gagnent plein d'argent. Non, non, en fait, c'est des esclaves. Faut arrêter. T'es des esclaves de mecs dans leur bureau qui ont du pouvoir et qui sont en plus payés une misère pour juste pourrir la vie des gens pour des règles qu'ils comprennent pas. Donc, non, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Et bah ça me fait penser à la vidéo qu'on a tous les deux regardé, là, celle de Tougan, c'est la dernière qu'il a sortie sur Nicolas Quipet. Je crois. Et bah je vous invite tous à aller la regarder parce qu'elle est quand même vraiment de qualité. Il est allé bien au fond du sujet. Et c'est vrai que et c'est vrai que toute la vidéo est un peu basée sur la théorie de l'individu souverain et en vue dans l'autre sens de se dire voilà à quoi ça ressemble Nicolas Quipet qui a décidé de pas devenir souverain et de rester un actif de l'État. Et en fait c'est vraiment ça et je trouve que là ça se voit super bien avec toi, c'est que là dès que tu te mets à faire un business physique, là tu vois que toute la machine se met en branle pour te détruire. Parce qu'en fait, tu te rends compte que t'es bloqué, tu peux plus bouger, t'as mis des actifs en jeu. En plus, souvent, mais en plus, tu fais des crédits parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et en fait, t'es totalement bloqué et il décide de t'exterminer. Et j'adorais son histoire avec la courbe, là, du Nicolas. T'as les 90, 95% qui sont au centre
et puis t'as les petites queues sur les côtés. Ah oui, c'est parce que l'axe en plus c'est sur le QI et t'as soit les QI négatifs, soit les ultra haut QI. Et t'as tous les bon après c'est un peu réducteur. Moi je sais pas c'est quoi le QI d'un mec en caravane classique, mais qu'en gros là t'as tous les mecs qui s'en battent les couilles, les mecs de cité et tout qui eux de toute façon toutes les règles ça leur passe au-dessus de la tête. Et l'autre Ouais. côté bah t'as tous les mecs qui sont archi blindés qui de toute façon eux bah ils font le système, ils payent les politiques plutôt qu'ils votent et c'est bien représentatif. Ouais, et en fait, moi, ce que j'aime bien sur ça, c'est les dimensions en fait, lui, il a introduit deux dimensions que je trouve bien, c'est la solvabilité et la mobilité. Et en fait, faut être soit insolvable, soit très mobile. Mais en fait, Nicolas, il est solvable et immobile. Et, et au final, je trouve que vraiment de placer ça sur ces deux axes, en fait, ça résume tout. C'est en gros, est-ce que tu es capable de te barrer ou si jamais on vient, est-ce qu'on a quelque chose à te saisir? Et après, il le dit, hein, c'est pas évident. Et moi, par exemple, c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est généralement, ça joue sur des leviers hyper vicieux. C'est que bah, généralement, t'as une famille, que ce soit même pas forcément des enfants, mais une famille, une mère, un père, un frère, une sœur, la famille, des amis, enfin, qui t'attachent à là où t'es. Mais pire que ça, si t'as des enfants, bah, les faire bouger, c'est compliqué. Être insolvable, bah, c'est compliqué pour les nourrir, de leur mettre un toit sur la tête de façon pérenne. Donc, c'est hyper vicieux. Et puis surtout, en plus, c'est que derrière, bah, tu veux mettre tes enfants à l'école, bah, faut les mettre dans l'école de la République. Et en fait, tu rentres dans la machine et t'es fini. T'es fi- Et puis le danger, c'est qu'il y a un jour, tu te lèves et c'est ton gosse qui a pris le pouvoir et qui te dit non, papa, faut que tu ailles te faire injecter, faut que tu tries, faut que tu fasses ton truc. en Et plus. puis en fait, tu te retrouves avec une guerre générationnelle, un peu comme il y a eu en Chine avec la révolte bah, des étudiantes où bah, carrément, je crois que ça allait quasiment jusqu'au meurtre, où en fait ils dénonçaient leurs parents dès qu'il y avait un agissement un peu limite par rapport au parti. Ouais, Et on n'en est pas jusque là, mais tu vois quand même de plus en plus des familles qui se fracturent quand les gosses ils restent trop longtemps dans le système public gauchisant et c'est ouais, terrible. ouais, clairement. Bah, c'est le risque. Et puis surtout, enfin, les gens ne se rendent pas compte que, bah, en fait, c'est une fuite en avant perpétuelle. C'est-à-dire qu'au début, tu commences, tu dis, bah, je vais le mettre à la maternelle, oui, forcément. Puis je vais le mettre à l'école primaire, bah oui, de toute façon, c'est obligatoire. Puis ça continue, et en fait, tu te rends compte qu'à 18 ans, ton gosse, il veut plus te parler, il est marxiste, et t'as juste envie de le buter, tu peux plus voir sa gueule. Mais- Non, mais je pense qu'il y a, C'est passé, je crois, avec Elon Musk là, tu sais, il avait un fils comme ça ouais, il a bah, perdu. c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est hyper violent. C'est d'une violence inouïe. Et le problème, c'est que, bah, tant que ça ne t'est pas arrivé, j'ai l'impression que tu peux pas le visualiser. Et nous, on a même beau le dire comme ça, tu vois, ça se trouve, je vais avoir des gosses, je vais les mettre à l'école publique, et à 18 ans, je vais les foutre dehors parce que je pourrais plus les supporter. Oh, un petit Lénine à la maison. Non, mais tu vois, je dis ça, ça se trouve, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Que je prétends pas que c'est facile ou quoi, mais j'ai l'impression que plus tôt t'es lucide, mieux c'est. Et Il aura une casquette, elle écrit je paye donc je suis. à l'enfer complet. Cette super citation qu'il y a sur le site Nicolas qui D'ailleurs, paye. en parlant du site, transition toute trouvée, euh, je vous avais partagé ce site la semaine dernière, donc qui est le site officiel, non, je rigole, c'est pas du tout officiel, de Nicolas qui paye. Donc en gros, le projet du site, c'était de façon rigolote de faire un panier forcé, donc pour les Nicolas comme nous et comme vous, où bah, en fait vous essayez de vider votre panier, vous pouvez et il faut répondre à des questions pour pouvoir vider le panier parce que bah, avec l'État vous n'avez pas le choix. Et donc vous êtes déjà énormément à être allé dessus, ça fait super plaisir. On a très peu communiqué dessus, hein. On a juste parlé un peu dans la précédente vidéo de la semaine dernière. Et après sur Twitter, il y a eu pas mal de gens qui ont partagé notamment le certificat qu'on obtient une fois qu'on a répondu aux 26 questions. D'ailleurs, bravo à vous parce que répondre à 26 questions euh, où une question où il y a qu'une question sur quatre qui est cohérente et que le reste c'est que des phrases de gros gauchistes ou gros communistes, bah bravo. Parce que Moi je l'ai moi, pas fait. ouais, et bah même moi, j'ai pas testé avec les 26. Hein. J'ai pris des raccourcis vu que je suis admin parce que c'est un enfer. Donc déjà bravo à vous, vous avez géré. Et Ouais, et ensuite, quand tu dis en plus beaucoup, c'est quand même 1200. Hein.
Là, ouais, ce matin, il est 11h du mat, à 2h du mat, jusqu'à 2h du matin, parce que ça s'actualise pas en temps réel là, sur l'interface que j'ai. Vous étiez plus de 1200 visiteurs uniques et 5 jours là, 6 jours? 4 jours. Dimanche, ouais, c'est 3-4 jours. Donc non, vraiment, je suis vraiment content. Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher. D'ailleurs, j'en profite, mais il y a aussi vos commentaires qui sont visibles. Donc là, il y a eu Olivier qui nous a mis un commentaire récemment. Euh, Bon, alors c'est pas un commentaire pour le coup qui a beaucoup de rapport avec le site, c'est vraiment une anecdote personnelle, mais je sens que Olivier avait besoin et je suis très content de lui avoir offert cette tribune. Donc il nous dit que ses parents n'arrivent pas à mettre de côté et qu'ils cotisent pour leur retraite de merde. Bon. Ça me fait penser à un truc, mais faudrait qu'on mette un leaderboard un petit peu. Ouais, Vraiment que ça ressemble un petit peu à un feed où tu puisses mettre des likes et que ça monte ou ça descende. Je pense que ça ouais, serait ouais. pas trop compliqué à Avec une mettre petite- en place. avec- C'est vrai que ça pourrait être sympa de créer une petite compétition. Et n'hésitez pas d'ailleurs quand vous mettez les commentaires, hein, vous pouvez les partager directement sur X. Et aussi on salue Marc qui a remercié Nicolas pour son RSA. Alors je sais pas s'il est vraiment RSA, mais dans tous les cas, je trouve ça très drôle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors j'ai changé un petit peu. N'oubliez pas d'ailleurs que c'est nous qui avons réalisé le site et que nous on est développeurs. Et oui, aussi fou que ça en ait l'air. C'est notre métier. On passe pas notre temps juste à parler derrière une caméra pour raconter des conneries. Donc si ça vous intéresse, on vous met comme d'habitude un lien dans la description qui vous redirigera vers notre page, la page de notre site sur laquelle vous pouvez réserver un appel avec nous contacter par mail pour peu importe le besoin que vous avez, du moment que ça touche à un ordinateur, que vous voulez améliorer vos process, que vous voulez un nouveau site, refondre une landing page, analyser des données, que vous soyez une petite, une moyenne ou une grosse boîte, on peut répondre à votre besoin. Nous, on a pas mal d'expérience avec des grands groupes, mais aussi des toutes petites boîtes. Et il vous suffit de cliquer ici pour réserver un appel. Ça vous redirige vers un Google Calendar. Et là, vu qu'en plus on est super sympa, on a des créneaux très larges toute la journée. Donc vous cliquez dessus, vous mettez quelques infos et après vous pouvez réserver et ça roule. Faire la nuit aujourd'hui, j'avais oublié. C'est vrai qu'en plus on peut faire du 24-24. Vu qu'on est à 6 heures de décalage, on peut quasiment avoir une permanence. Et ça, c'est Ouais. quand même pas donné à toutes les boîtes, hein. Et dernier truc que je voulais vous montrer par rapport à la semaine dernière, et après on attaque le cœur de la vidéo, parce que la dernière fois on a fait une demi-heure là-dessus, c'est le calculateur, euh, qui d'ailleurs normalement devrait avoir changé depuis, je l'ai renommé, c'est un simulateur maintenant, qui vous permettait donc de voir un peu tout ce que l'État vous prélève sur ce que vous gagnez, et il y avait des incohérences au niveau des calculs, notamment sur l'impôt, qui était beaucoup trop élevé, les cotisations étaient beaucoup moins bien disposées. Donc là, je vous ai vraiment fait une refonte totale, euh, qui est simplifiée, qui est un peu plus claire, et surtout les calculs sont bons. Il y a moins de 5% d'écart avec le simulateur de l'URSSAF. Donc vous avez normalement Attends, c'est un ordre. 5% ou c'était 5 $? 5 euros. Oh, ça dépend. Yeah, ok, En ça fait, dépend. j'avais vu en gros, on dépasse jamais les 10%, sauf quand on va dans des cas particuliers où on est cadre dans une boîte de 10 000 salariés. Là, j'ai vraiment pris le cas moyen du mec. C'est pour vous donner un ordre d'idée, hein. N'utilisez pas ça comme source de vérité pour vos calculs. Genre vraiment regardez vos fiches de paye et essayez de justement peut-être regarder la fiche de paye et vous dites bah tiens la retraite de base, ok c'est ça que je paye et comme ça vous voyez vous payez quoi et où est-ce que ça part. Et là vous avez des petites informations sur le détail. Tout vient de l'URSSAF, hein. Je sais pas, j'ai rien inventé. Donc voilà, et à la fin, vous pouvez bien évidemment télécharger la photo et faire un post sur X avec la photo. Faites-vous plaisir. Petit teaser. Normalement, d'ici la semaine prochaine, sur cette page, bien évidemment, les médias favoris de Nicolas, c'est nous. Qui d'autre? Mais aussi, il y a aussi plein d'autres médias qu'on a mis en avant, le Bunker, le Guise, etc. Des Faudra comptes que tu X. mettes tout. On va mettre Tougan ici exactement, que ce soit sur YouTube ou sur X, parce qu'il dit des trucs vachement sympas. Ouais. Et, ce que je vais rajouter en fait, c'est que cette page, ce sera une double page, c'est-à-dire ce qu'on recommande. Et en fait, il y aura une page subvention aux médias, parce que c'est quand même un gros sujet en France. Et donc là, j'ai une énorme base de données avec toutes les subventions versées à tous les médias de 2018 à maintenant. Oh, Et le donc on va, vilain. Oh, le vilain. La poucave. donc vous allez pouvoir suivre en fait chaque média, combien ils reçoivent chaque année, combien ils vous ont prélevé depuis le début, et surtout pour dire quoi. Donc, si vraiment je me déterre,
où je ferai un appel sur Twitter pour que ce soit communautaire, c'est qu'on va à la fois mettre les subventions, mais aussi mettre leur orientation politique, genre leur niveau de gauchisme, et comme ça, vous verrez si les 1 million qu'on verse, par exemple, à tel média, c'est pour faire de la propagande communiste, ou si c'est pour au moins transmettre un petit peu d'informations correctes. Spoil, ça part souvent dans le mauvais camp. Mais je vous en dis pas plus, j'essaierai de vous faire ça pour la semaine prochaine. Ou peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, ce sera prêt. On verra. Au niveau des sujets du jour. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Enfin, plein de choses. J'aimerais bien en tout cas, mais il y a surtout un premier sujet. C'est un sujet qui s'appelle la loi du plomb. Enfin, vous en avez forcément entendu un petit peu parler. Euh, alors, je te fais un petit résumé de la loi. Donc, c'est une proposition de loi, mais qui a été votée, et qui a été adoptée là il y a 2 semaines. Donc, c'était assez serré. Et elle a 3 mesures assez controversées. En gros, grosso modo, c'est de redonner de la liberté aux agriculteurs. Moi, sur le principe, je trouve ça génial. Mais visiblement, la terre entière trouve ça horrible. Donc, c'est la réintroduction d'un pesticide qui est interdit. Alors, le nom du pesticide, on s'en fout. Mais en gros, voilà, l'Europe avait autorisé un pesticide, la France l'avait interdit. Là, ils veulent le réautoriser donc au niveau français. Ils veulent faciliter les méga bassines, donc les grands bacs là pour stocker de l'eau, machin, et assouplir les règles d'élevage. Donc, je savais même pas qu'il y avait autant de règles, mais évidemment qu'il y en a. C'est par exemple passer de 40 000 à 85 000 poulets par cheptel. Je sais pas ce que c'est exactement, mais en gros, je C'est pense que un c'est groupe d'animaux. ouais, voilà. De C'est pas 2000. Ok, c'est là. Ah oui, c'est ok. C'est en gros combien tu peux confiner sur une parcelle donnée. je sais pas si c'est un ratio avec une surface. Je sais pas comment ça marche. Faudrait regarder. Et pareil pour les ports, passer de 2000 à 3000 et faciliter aussi, en gros, rendre ça les processus un peu plus agiles, donc remplacer des réunions publiques par de simples permanences en mairie, donc je suppose alléger un peu tout le processus administratif. Il y a une pétition qui a fait 1,3 million de signatures sur le site de l'Assemblée nationale qui a été lancée il y a même pas 2 semaines. Avant de s'attaquer aux critiques, donc vraiment ce que les gens revendiquent, peut-être d'ailleurs en raison. Toi, ça t'inspire quoi là qu'on donne plus de souplesse aux éleveurs et aux agriculteurs et que du coup, en fait, ils vont peut-être pouvoir réutiliser des pesticides, peut-être confiner des porcs et des poulets jusqu'à ce que mort s'en suive. Est-ce que c'est un sujet qui te touche déjà? Ouais, non, je trouve que c'est important comme sujet puisque on touche quand même à la santé des consommateurs, puis aussi le bien-être animal. Genre, Ouais. t'as le droit de quand même avoir un intérêt sur le sujet. Euh, mais après, moi, je trouve toujours le souci, c'est de tout orienter via l'appareil étatique. Pourquoi on pourrait pas juste avoir, je sais pas, des centres de contrôle privé qui vont regarder, et puis après tu fais par exemple, une sorte de merde, comment on appelle ça? Et une sorte de L'association? cercle. Genre le centre de contrôle va sur les lieux où il y a l'agriculture, où il y a l'élevage. Il va regarder les pratiques qui sont mises en œuvre, et puis l'utilisation de pesticides, tester si ça a été utilisé en cache, ce genre de choses. Et puis après, toi sur ton produit, il y a le petit truc dit voilà, ça a été bien contrôlé, et t'as pas forcément besoin d'avoir l'État. Et au final, après, ça justifie des prix plus ou moins chers. Si t'as pas les moyens de te payer des produits de bonne qualité, ouais, peut-être que tu vas être obligé de prendre des trucs où il y a des animaux qui ont plus souffert, ou qui se sont pris 30 000 OGM et des pesticides dans la gueule. Mais au moins tu peux manger à ta faim. Et de toute manière, en fait, c'est toujours ce truc-là, tu vois, c'est de se dire faire de l'écologie. Genre, tu peux faire de l'écologie que quand on est capable. Genre, c'est un truc que tu peux Un faire truc de une fois riche. que tu as répondu à tes besoins. Genre, tu vas pas te dire, vas-y, je vais sauver la planète alors que j'arrive même pas à me sauver moi-même. Et, et pour l'instant, on y arrive presque. Mais en fait, on est en train de s'appauvrir à une vitesse tellement rapide qu'il y a un moment, en fait, les gens, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce genre de loi qui arrive et qui essaie de diminuer le nombre de règles et de contraintes qu'il y a sur les agriculteurs. C'est parce qu'aussi, je pense qu'ils sont en train de sentir qu'en lame de fond, genre on n'arrive plus à nourrir la population comme il le faudrait, et que c'est pour éviter genre un nouveau soulèvement gilet jaune. Parce que les gens, ils sont tellement conditionnés, ils veulent tellement d'aide et sans les problèmes
qu'ils arrivent même pas à accepter ça Ouais. et ils demandent plus de contraintes. Genre, on est dans un monde de fous. Ouais, et puis surtout, pour revenir sur ce que tu disais avant avec les histoires des labels, ça existe déjà en fait et c'est ce qui marche. C'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez des produits, moi je pense par exemple aux œufs, et je trouve que sur les œufs, moi ça a vraiment été pratique. Vous savez que si vous achetez des œufs label rouge, normalement, derrière, il y a certaines choses qui ont été faites. C'est-à-dire qu'ils sont élevés au moins en plein air. Maintenant, les œufs, en fait, il y a genre 4 ans à peu près, c'est élevé au sol, en plein air, label rouge et bio. Et vous savez qu'en gros, chacun inclut les avantages du précédent. Et ça, je suppose que c'est des initiatives privées, ou en tout cas, c'est entre guillemets, pour moi, le meilleur, même si c'était vraiment public à 100%, ce serait la meilleure façon de faire, c'est-à-dire, bah, on certifie que ces œufs, ils ont été élevés de façon gentille, ils sont pas plus de 50, pas tous les 10 mètres carrés. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Et derrière, en fait, là, les normes qu'on met en place, toutes les règles, toutes les lois, on se rend compte que ça empêche pas les scandales, ça empêche pas les trucs Ouais. dégueulasses, ça empêche Et, pas et la... au, Ouais, au final, pour moi, c'est là où le journalisme sert à quelque chose. ouais, Et là où, au final, presque le journalisme de gauche en général aurait une utilité, c'est bah, faire de l'investigation, aller regarder ce qui se passe vraiment, aller regarder si les organismes qui vont donner les labels et tout font vraiment leur boulot, s'ils sont pas en collusion avec, je sais pas, un gros groupe d'élevage. Et là, il y a une ouais. utilité, tu vois. Bien sûr. Mais au final, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est un peu plus de lois et, et ce genre de choses est passé à la trappe. Alors est-ce que tout est un peu corrompu et Ah, même je pense eux, ils que ont pas les pouvoirs de le faire et je pense que c'est aussi un peu le cas. c'est sûr. Et puis après, il y a pas mal de trucs du style. Moi, je sais que je lisais ces magazines avec ma mère quand j'étais plus jeune. C'était genre 60 millions de consommateurs ou Que choisir, qui sont des Mhm. associations de consommateurs. Et ces trucs, c'est génial en fait, parce que c'est privé. C'est des consommateurs qui se réunissent, qui vendent un magazine ou maintenant, je pense que tout se fait quasiment en ligne. Et en fait, ils vont tester des produits. Et en fait, ils les fracassent. Ils vont se dire aujourd'hui, on fait le beurre. Et ils vont faire tous les supermarchés de France. Ils achètent tous les beurres, ils les testent. Des fois, ils font des tests en labo, des tests de composition. Ils vont regarder comment ça a été foutu et tout. Et à la fin, ils te font une note. Et en fait, Mhm. ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver parce que c'est des gens comme vous et nous qui le font. Et s'il s'avère à un moment que bah, un journaliste de gauche se dit ouais, 60 millions de consommateurs, je trouve qu'à chaque fois dans leurs produits, ils mettent vachement en avant la marque président. Ils vont aller creuser, ils vont peut-être faire des contre-études. Et s'il s'avère que choisir ou 60 millions de consommateurs c'est des immenses merdes et qui truquent tout, leur réputation sera détruite. C'est basé que sur la réputation. Tu les écoutes parce que jusque-là ils ont donné des bonnes infos. Et le jour où le journaliste, je dis de gauche, mais ça peut être de droite aussi, ça peut être un journaliste apolitique même, qui fait une contre-enquête et qui démontre que c'est faux, bah, leur business il est fini. Parce que plus personne va avoir confiance. S'ils ont menti pour ça, ils peuvent mentir pour tout. Et c'est fin. Et ça s'appelle le jeu des incentives. Sauf que le problème, c'est que les gauchistes ont un problème, un truc qu'ils sont incapables de comprendre, c'est qu'on peut pas créer le monde parfait. C'est qu'il y aura Mhm. forcément des scandales. Il y aura forcément un moment où il y a un mec qui va faire une connerie, à tous les niveaux. Sauf que, au moins, l'avantage, c'est qu'il y a un marché, et donc c'est des forces qui s'équilibrent, c'est un rapport de force. Quand vous Ouais, introduisez, puis, ouais. je finis juste ça, quand vous introduisez l'État, vous supprimez ce rapport de force, et vous imposez une force en question au nom de bah oui c'est la bonne en fait c'est la voie de la vérité c'est ça mais non en fait l'État est imparfait et même complètement imparfait vous introduisez de l'arbitraire et derrière bah vous détruisez tout ce rapport de force qui a été construit et tout ce parfait équilibre en réalité qui fait que bah en fait une société tourne et bah, on finit sur des trucs où on apprend 20 ans après qu'il y a des scandales que les gens boivent de l'eau polluée qu'il y a du plastique dans le bide des poissons etc etc. Mais pour aller plus loin, parce que je pense qu'il y a vraiment un peu deux facettes. Il y a l'aspect force et il y a l'aspect information. Et en fait, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Où en fait, tout ça, c'est une histoire d'information. C'est que, par exemple, en fait, quand tu fais trop appel à l'État, en fait, tu te dis, bah, j'ai déjà résolu la question de qui va donner la bonne info. Ça sera toujours l'État. Et en fait, c'est là où tu introduis un problème, c'est que d'un coup, tu fermes tes oreilles à toute nouvelle information. Et justement, quand tu fais revenir le privé et qui peut en fait rentrer en concurrence et que bah peut-être qu'au début il va y avoir une nouvelle initiative qui va arriver, qui va commencer à mettre des labels, elle va être toute pleine de bonnes intentions, essayer de d'obtenir des parts de marché et tout, prendre ce marché de labelliser.
Bah, au fur et à mesure, toi, tu vas payer avec ton porte-monnaie. Parce qu'en fait, tu vas payer pour les entreprises qui ont accepté d'avoir ce label, qui, elles, vont reverser après des intérêts d'une certaine manière à ces entreprises qui vont certifier. Et Mmh. en fait, via ton porte-monnaie, tu envoies l'information. Et c'est ça qui est trop bien. Et en fait, dès que tu dis non, ça va être l'État qui va mettre une loi et ça va être comme ça sera pas autrement, c'est lui qui va certifier. Et ben en fait tu enlèves toute l'info et tu enlèves l'info de se dire est-ce que les gens ont les moyens de manger par défaut des produits qui seraient certifiés? Ben peut-être Ouais, pas. Peut-être qu'en fait les gens ils peuvent pas manger des produits qui sont 100% bons pour leur santé, mais il faut qu'ils mangent à 70-80%, sinon ils meurent. Et après bah eux ils vont... c'est là où c'est bâtard, c'est qu'en fait les mecs qui sont conscients de ça et qui votent pour ça, ça veut dire que c'est des Malthusiens. Qu'en ouais. gros, quand ils votent pour ça, ils veulent juste que vous mouriez. En fait, ils osent même pas le dire clairement, mais ils le font via dire le fait, bah non, tout le monde mangera comme ça, ou pas. Et en Ouais. fait, le ou pas, bah c'est toi qui gagne à peine le SMIC, qui a plein de dépenses, qui a des crédits ou je sais pas quoi. Mais en fait, ils te disent non, toi tu vas mourir. Et Non, c'est toi, tu vrai, vas, aujourd'hui, tu bah, vas manger. toi, tu vas mourir, c'est que tu vas maigrir, mais Ouais, c'est dans ça. 3, 4, 5, 6 ans, et bah, quand ça sera de pire en pire, qu'il y aura de plus en plus de règles, et bah, c'est l'URSS, c'est les Mao et tout. Et au début, ça part de bonnes intentions, parce que la fin, c'est tes dents qui tombent, t'es là, le petit mec clochard dans la rue. Mais au début, t'as peut-être voté pour ça parce que t'as pas fait l'effort intellectuel de comprendre ce que ça voulait dire. Et on appelle ça un idiot utile. Ils sont Et en sacrifiés. fait, c'est exactement ça. Et surtout, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que oui, on pourrait tous manger bio, mais pas à notre faim. C'est juste ça. Voilà. On peut tous manger bio, hein. Oui, oui, mais il y en a, ils vont juste, bah, au lieu de manger de la viande une fois par semaine, selon les recommandations à la con de l'OMS, ils vont manger une fois par an. Ouais, c'est génial, Et hein. Et après, c'est même pas un absolu. Ça veut pas dire qu'on n'est pas tous capables de manger bio pour toujours. Mais en tout cas, aujourd'hui, avec notre niveau de développement technologique et tout, non, on n'est pas capable. En tout cas, le marché a pas trouvé encore une façon économique de repartir les ressources avec les technologies qu'il a pour le permettre. Et bah, peut-être que demain, ça sera possible. Et on le voit au fur et à mesure, ça évolue, les gens vivent de mieux en mieux partout dans le monde, à part quand on fout des règles à la con pour contraindre le réel. Mais et surtout, le bio, les labels, enfin, l'augmentation de la qualité, etc., elle est pas venue avec les réglementations. C'est juste qu'elle est venue naturellement du fait que, bah, au début, on faisait des trucs de gros porc, on faisait n'importe quoi, tout ce qu'on pouvait injecter quelque part, on l'injectait. Puis après, on a commencé à avoir un peu de recul. C'est un processus entrepreneurial. Le seul problème, et là, je suis d'accord, mais on peut rien y faire, c'est que, bah, il y a des gens qui vont, entre guillemets, payer le prix, c'est-à-dire, bah, il y a des gens qui auront bouffé des trucs Monsanto dégueulasses et qui auront un cancer à 55 ans. Ouais. Mais en fait, bah, d'une certaine façon, il faudrait que Monsanto puisse le payer. Et le problème, c'est qu'ils sont en collusion la plupart du temps avec les États et qu'ils sont pas jugés à leur juste valeur. Qu'il y a le problème de la responsabilité limitée qui fait que les gens qui ont pris des décisions, qui ont donc tué des gens, ne le payent pas ne payent pas le prix eux-mêmes, mais c'est juste la boîte qui paye une petite amende. Donc il y a tout ce jeu aussi d'incentive a posteriori qui est pourri, mais qui fait que du coup, a priori, bah, les boîtes peuvent faire de la merde. C'est pareil pour l'industrie pharmaceutique. Et ça, on en parle dans notre vidéo avec Ulrich Génisson, que je vous mettrai en fiche cliquable, sur le concept de la responsabilité limitée. Parce que c'est vraiment un concept assez important où aujourd'hui, on se dit oui, bah, une entreprise, elle est distincte des personnes physiques derrière, où il y a la personne morale. Mais en fait, c'est quand même un concept pas terrible, qui peut avoir certains avantages, hein, mais qui derrière peut faire que bah, une boîte pharmaceutique vend la mort. Et en fait, ce que Ulrich défendait, et je suis assez d'accord là-dessus, c'est bah ok, tu vends un médicament et tu ne dis pas qu'il a une chance sur 3 de te tuer dans 20 ans. Si tu es mort dans 20 ans, tu vas en tôle. Et tous les responsables vont en tôle. Et là, tu te dis, ah, je vais peut-être faire un peu plus d'études, je vais un peu mieux tester, ou je vais un peu mieux prévenir avant de le mettre sur la table. Et donc, bon, voilà, c'est aussi une digression, mais en fait, c'est quand même vachement lié parce que, bah, forcément, la nourriture, c'est intimement lié à la santé. Il y a aussi un problème là-dessus, c'est que les gens vont, parce que je vois très bien le discours écologiste, c'est oui, mais si les gens se nourrissent mieux, derrière, ce sera moins de coûts de santé, machin. Ouais, non, mais en fait, ça, on s'en fout. On s'en fout parce que la santé, elle doit pas être publique, et c'est pas moi d'assumer le fait que GG, il a 60 ans, il a fumé 40 ans, donc faut lui payer des poumons tout neufs.
C'est pas à moi de soutenir ce coup. GG, il a décidé de faire ça. Il est conscient, il est cohérent avec lui-même, mais il paye. C'est pas à nous de l'assumer pour lui. Donc l'excuse de oui, si on nourrit mieux tout le monde, ça va coûter moins cher, non. Il faut juste responsabiliser les gens et vous verrez déjà qu'ils arrêteront les conneries, qu'ils réduiront leur consommation de McDo et qu'ils réfléchiront peut-être 2 fois à fumer. Déjà. Et en plus, quand t'as dit il y aura peut-être cette entreprise là, Monsanto, qui va vendre des trucs horribles et qui va tuer des gens et puis qui va réduire ton espérance de vie. Le fait de critiquer ça, ça sert à rien en fait. En fait, la seule critique que tu pourrais faire, c'est de se dire, est-ce que j'avais l'opportunité entrepreneuriale de proposer quelque chose de mieux ou non? Ouais. Et en fait, si la possibilité existait, mais que t'as pas pu le faire, là, il y a un problème. Ça veut Ouais. dire qu'il y a une collusion entre Monsanto et l'État et que ils ont construit leur entreprise juste sur le fait de mettre des barrières à l'entrée et de pas permettre à d'autres gens de rentrer sur le marché et de pouvoir proposer une solution meilleure. Mais si au final c'est juste la solution préférée par le marché et qu'elle permet à des gens de se nourrir, bah c'est juste la vie et c'est à toi d'aller chercher quelque chose de mieux qui va permettre aux gens de vivre plus longtemps pour possiblement moins cher ou autant. Et ce que Et tu dis, c'est il la y a le seule miroir. réponse éthique. Ouais, et puis il y a le miroir du consommateur, c'est que là tu le places du point de vue de l'entreprise, mais aussi en tant que consommateur, au moment, est-ce que tu aurais mangé à ta faim si Monsanto, bon, on prend l'exemple de Monsanto, est-ce que tu aurais mangé à la faim sans Monsanto, ou est-ce que tu aurais pas dû manger du gravier? Ça, ou tu n'existerais peut-être même pas. C'est que bah oui, t'as peut-être mangé de la merde, mais t'as mangé. Et c'est déjà, c'est déjà un bon début. Tu vas peut-être vivre jusqu'à 75 ans au lieu de 80, mais t'as vécu. Et surtout, t'as eu le choix. C'est ça la grande différence. C'est que bah, t'as eu le choix de, entre guillemets, pas te nourrir ou manger ça, mais c'est toujours mieux que de ne pas avoir le choix et de juste devoir crever la dalle. Parce que oui, on aurait dit oui, on aurait pu te donner du bio, bah oui, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait payé, donc c'est coercitif et ça marche pas. Donc c'est Mais c'est là où cet aspect de choix, il faut que ça aille jusqu'au en fait, est-ce que l'appareil étatique a permis l'apparition ou non d'une autre entreprise ou est-ce que il a été actif plutôt dans des règles qui ne permettent pas ça et avec une sorte de lobbyisme, genre de boîte et tout, comme on voit partout. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans tous les secteurs d'activité et c'est ça qu'on peut justement critiquer, c'est que en fait, à chaque fois qu'une boîte devient suffisamment grosse, bah, elle devient vraiment dangereuse parce qu'en fait, elle crée un partenariat avec la mafia étatique et elle devient un collaborateur en fait. Et on le voit avec les banques, bah, à mon avis, la plupart des grosses boîtes agroalimentaires, toutes les grosses boîtes en fait, quasiment aujourd'hui, ça devient ça. Et c'est terrible. mais c'est terrible, mais d'un autre côté, moi demain j'ai une grosse boîte en France, je fais pareil, hein. Bah, C'est c'est le ça. seul moyen de survivre. Le seul moyen de survivre, c'est que quand tu deviens suffisamment gros, tu commences à avoir des articles dans Libération en disant que tu verses beaucoup d'argent à tes actionnaires et que tu es un criminel de guerre. C'est ça ce qui se passe. Donc, les gens vont vouloir commencer à te taxer. Va falloir que tu fasses des plans pour viscérer tout le monde et faire plaisir à la terre entière pour pas paraître comme un méchant capitaliste. Donc le seul moyen derrière pour tout ce qu'on va t'extraire comme valeur, c'est d'aller en récupérer dans le feutré auprès de l'État et de dire bon bah par contre si vous pouvez nous alléger ça, là le petit puits de pétrole ici si vous pouvez nous le mettre bien et alléger les réglementations, là il y a eu 2 3 morts ici si vous pouvez nous les camoufler et pas mettre d'amende, etc. Et sauf que généralement en plus c'est des cadavres qui ressortent 20 ans après, donc en plus tout le monde est perdant à la fin, c'est une catastrophe. Mais t'es obligé et c'est terrible. Et surtout il y a le biais de pour revenir sur les normes qu'on impose aux agriculteurs, c'est que on se dit voilà c'est pour empêcher les dérives, d'empiler les poulets les uns sur les autres, ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique. Personne n'a envie d'empiler les poulets de lui-même, ou normalement en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on voit pas non plus, et on en revient toujours à cette notion, c'est l'innovation qu'on empêche. On empêche les gens de faire des expérimentations, de se dire tiens je vais tester une nouvelle méthode d'élevage, je vais tester une nouvelle façon de faire de l'agriculture d'une façon X ou Y, parce que je dois rentrer dans des normes, parce qu'on a décidé que élever des animaux, ça se faisait comme ça. C'est un mec dans son bureau qui l'a décidé. Que de faire pousser des tomates, ça devait se faire comme ça, rangé comme ça, et avec telle exposition au soleil, parce que sinon c'est pas légal. Et le problème, c'est qu'on freine toute innovation qui permettrait derrière, potentiellement, d'améliorer le rendement, d'améliorer la condition des espèces animales, etc. Mais le problème, c'est qu'on freine tout. Et en fait, on fige les choses
Et quand on fige les choses, c'est la mort assurée, hein. Mmh. Je rajoute à ça le fait que les agriculteurs sont des énormes victimes de l'appareil étatique. Mais c'est vraiment c'est quand même des gens. Alors moi, j'aime pas faire de l'essentialisme en mode c'est quasiment le métier le plus utile de Bah, France. on peut quasiment revenir en fait à l'argument du tout début, c'est cette histoire de solvabilité, quoi. C'est qu'en Bon, fait, alors c'est les plus solvables de tous, quoi. Ils sont bloqués sur le c'est territoire. des vaches à lait, mais des vaches à lait au sens propre du terme. Mais surtout, eux, ils sont donc liés à la terre, donc ils se font massacrer. Ils ont des taxes. Je savais pas il y a des taxes en fait sur les terres agricoles, mais qui sont différentes de la taxe foncière, etc. Je crois qu'on est la plus élevée d'Europe. Donc en fait, tu payes une taxe sur les terres que tu possèdes, donc t'as intérêt à bien les exploiter. Donc les agriculteurs se font poutrer complètement. Et derrière, on va leur rajouter des normes, on va leur dire qu'en plus c'est des criminels. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ouais, j'aime pas faire l'essentialisme et dire que c'est le métier le plus utile parce qu'il nourrit les gens, parce qu'en fait, l'utilité de chaque métier, elle est faite à la marge. Et, et en fait, bah, t'enlèves un agriculteur en France, on n'arrête pas de manger. Par contre, t'enlèves un mec ultra important dans une boîte, ça peut avoir des impacts colossaux. Il est pas plus utile que certaines personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un métier fondamental. Il y a des enjeux de souveraineté là-dessus, même si pour moi la souveraineté à l'échelle d'un pays, c'est des conneries, mais pourquoi pas. Euh, et en fait, c'est les gens qu'on va le plus massacrer. Et en fait, c'est là où il y a toute la stupidité du système, c'est que vu que c'est les gens les moins mobiles et pas forcément les plus solvables, mais en tout cas de moins en moins, ils se font exploser. Et moi, ce qui me rend assez triste à la vue là de l'article que je vous partageais, c'est qu'en fait, on les diabolise. On fait d'eux des espèces de criminels qui tuent des gens, comme si en fait ça leur faisait plaisir de vendre de la merde, d'avoir des conditions pétées. Je vous rappelle qu'un agriculteur, celui qui gagne plus de 2000 € par mois net, il est content. C'est des trucs en plus qui se transmettent de génération en génération. Le meilleur indicateur, je trouve, c'est qui est totalement horrible, c'est le taux de suicide qu'il y a chez eux. Genre, c'est le plus élevé qu'il y a en France et même, je pense, dans les populations mondiales, je pense que c'est un des plus élevés, hein. C'est juste un truc de fou. C'est évident que juste ça, normalement, ça devrait mettre la puce à l'oreille et de se dire, ok, pourquoi ces gens se tuent? Et en fait, bah, on n'a qu'à juste faire une grille d'analyse de qu'est-ce que l'État leur impose. On va peut-être se rendre compte que c'est le corps de métier où il y a le plus de normes, le plus de contraintes, qui en plus ont un traitement médiatique par des espèces de reporters. Je suppose que c'est des espèces de gauchias qui pensent qu'à réduire la population sur Terre, qui font des articles sur eux pour dire que c'est des criminels. Mais forcément, tu rentres chez toi, t'as envie de te suicider. Tes gosses, ils ont pas envie de faire ça, à moins d'être touché par la grâce. Donc c'est horrible. Et après, on va se plaindre que il y a que des grands industriels, parce que c'est là aussi tout le problème. On va se dire oui, il y a que des grands industriels et des grands conglomérats qui font de l'agriculture, qui produisent. Mais à votre avis, pourquoi? Parce que eux, ils ont accès à l'État, ils ont des capitaux colossaux pour construire des trucs énormes, respecter toutes les normes, ce qui fait que le petit agriculteur qui veut se lancer dans son coin, bah lui, il a pas les moyens de faire tout ça. Il a pas du tout la force de frappe. Quand bien même il commence à réussir, il va se faire racheter parce que ces grosses boîtes, elles ont accès à du crédit facile, parce qu'elles sont proches du robinet monétaire et que les milliards tombent du ciel. Donc, aller racheter 2, 3 exploitants, ça coûte rien. Ils vont les fermer, ils vont agrandir leur truc, et ça continue, ça continue. Donc, en tout point, toutes les règles qu'on leur impose, c'est pour les flinguer. Donc, si vous voulez défendre les agriculteurs, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, retirez toutes les règles, retirez toutes les taxes, laissez-les faire ce qu'ils veulent, et vous verrez, bizarrement, ça va bien se passer. Et ça me fait Mm. penser d'ailleurs Mais à vraiment un exemple réel qui se passe sous nos yeux. Mais en France, j'ai l'impression que la connexion elle est coupée. C'est juste l'Argentine de Javier Milei. Là, ça fait 2 ans. Quasiment tous les indicateurs sont au vert. La pauvreté baisse, l'inflation est en voie de disparition. Et pourtant, il a libéralisé pas mal de trucs, mais il y a les mollo. Hein. C'est pas non plus, c'est pas comme si j'ai oublié son nom. Anne Sermanopeux était arrivé au pouvoir. C'est vraiment, il a fait, voilà, progressivement. Et rien que ça, déjà, ça a libéré une quantité de personnes inimaginable. Donc pourquoi ça ne marcherait pas chez nous quand on le fait sur des trucs aussi évidents? C'est Ouais. la question que je me mais pose. il y a un point et c'est là où c'est vachement dur, c'est que genre c'est pas en mode t'es à droite libertaire
c'est genre juste t'es tout le temps du côté de l'entreprise. Parce qu'en fait, je trouve que tu peux facilement tomber dans la caricature et aussi un combat pour des choses au final qui sont contre-productives. Je dis vas-y, à chaque fois qu'il y a un clash entre entreprise et gouvernement, je me mets du côté de l'entreprise. Parce qu'en fait, à des moments, l'entreprise, elle joue sur les deux tableaux en même temps, et c'est ça le pire. Et peut-être que tu vois, tu donnais l'exemple là de Monsanto. l'agriculture avec des entreprises qui les petites entreprises qui se feraient racheter par les grosses parce qu'en fait elles sont sous l'eau et que les autres peuvent se permettre de prendre bah voilà une augmentation des régulations, ce genre de choses, alors que les petits ils sont incapables. Et en fait ça peut peut-être presque être une tactique comme t'aurais avec Uber ou ce genre de nouvelles boîtes qui en fait pendant des années ne font pas de bénéfices, et puis une fois qu'elles ont acquis tout le marché, et bah d'un coup elles se mettent à bah pouvoir enfin augmenter leur prix et faire ce genre de choses. Et ça se trouve, il y a ce même type de stratégie avec bah voilà l'agriculture où bah on a l'impression que c'est tout le monde qui est touché de la même façon, sauf que genre si tu prends un peu de recul, tu vois que le marché il est en train de changer totalement d'aspect et que d'un coup tu te retrouves avec au lieu d'avoir une multitude d'acteurs différents, tu te retrouves avec allez 3, 4, 5 acteurs différents. Et le jour où ils ont réussi à prendre tout le marché quasiment, et ben d'un coup en fait tu découvres que eux, déjà ils respectent pas les règles, ils payent pas leurs impôts en France et genre tout ce genre de choses. Et tu vois qu'en fait, il y avait deux types d'individus différents qui étaient pas du tout traités de la même façon. Et en fait, tout le monde y a perdu à la fin, chez les consommateurs. Et Ouais. c'est pas libéral en fait. Ça c'est pas parce il y a des entreprises au final qui ont gagné entre guillemets que c'est libéral. C'est juste d'un coup, bah t'as eu un partenariat. Bah t'as le privé qui a utilisé le public pour arriver à ses fins. Et c'est la même merde en fait. Ouais. Et c'est pour ça, c'est un sujet qu'on a traité en long avec Théo Genet dans une vidéo aussi. Cette histoire de que en fait, de moins en moins, il y a de moins en moins d'entreprises capitalistes, au Ouais. sens où elles veulent faire des profits d'exploitation. Et tu prends l'exemple d'Uber, mais par exemple, le cas dont on parlait et qui est évident, c'est celui de Starbucks, qui en fait, Starbucks, c'est pas tant une entreprise qui vend des cafés qu'une banque en réalité. C'est une entreprise en fait qui monétise l'argent de ses clients parce que en France, on s'en rend pas très bien compte parce qu'il y a très peu ce système. Mais aux États-Unis, c'est ultra développé. En fait, chez Starbucks, généralement, les gens payent pas cash. Ils prennent des crédits en avance sur lesquels tu as des petits avantages, etc. Et ils payent avec ces crédits au fur et à mesure. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils placent chez Starbucks. Sauf que c'est pas eux qui vont toucher le rendement. C'est Starbucks qui va le toucher. Donc, imaginons que tu te dis, bah voilà, je consomme 50 euros de café Starbucks par mois. Tous les mois, j'envoie 50 balles au début ou j'envoie même 600 euros sur une année. Tu les donnes à Starbucks. Sauf que Starbucks, pendant ce temps-là, ils vont aller acheter les bons du trésor, ils vont investir, ils vont toucher un rendement là-dessus. Et derrière, ils vont te payer tes cafés quand on aura besoin. Et en fait, Starbucks, à la fin, ne gagne pas d'argent avec ses cafés, mais gagne de l'argent avec le rendement qu'ils font dessus. Et en fait, c'est des entreprises financières. Et ça, c'est le problème de ça. Bon, il y a des problèmes réglementaires, évidemment, mais le vrai problème, surtout, c'est notre système financier actuel, où en fait, on est obligé de monétiser en permanence tout l'argent, tout le cash qu'on obtient du fait de l'inflation et du fait que bah derrière en fait aussi avoir des réserves comme ça permet de s'endetter. Le plus t'as de réserves, le plus tu peux t'endetter parce que tu peux mettre du collatéral en face et, et c'est un cercle qui s'auto-alimente. Et pour vraiment aller en profondeur sur le sujet, je vous invite à voir la vidéo qui est passionnante, qu'on a sortie vraiment il y a pas longtemps et qui vous permet de vous rendre compte qu'en fait non en fait on recherche plus le profit. Aujourd'hui les gens qui disent oui les entreprises cherchent les super profits, en réalité, les super profits, ils se font aller vraiment dans le compte de résultat, c'est financier. C'est pas d'exploitation. Et ça, les gens se trompent là-dessus. Et derrière, en plus, ils vont aller imposer des règles d'exploitation. C'est-à-dire qu'on va aller imposer des règles sur l'exploitation, alors que le problème, il est pas là. Il est pas du tout là. Donc, Ouais. c'est assez terrible. Et je pense que c'est une transition toute choisie avec un sujet dont je voulais parler aussi, en plus, c'est le site d'attaque. Quelle horreur. C'est les aides aux entreprises. Ça a fait beaucoup de bruit là il y a 2 semaines. Bon, je pense que le titre résume. Non mais j'ai envie de crever. Juste regardez cette phrase. Enfin cette phrase. Ça, super profit, ultra riche, méga injustice.
Vraiment, Attends, c'est une attends, mais analyse. c'est la catégorie? Je sais pas ce que c'est. Non, Pour moi, c'est le c'est nom la de catégorie, l'article. hein. En fait, c'est le fil d'Ariane, c'est le slug du site. Regarde en bas. En Ok, fait, c'est parce un, que ah oui, en dessous c'est juste un second titre. ouais, en fait, je sais pas comment ils branlent leur truc, mais ouais, Quand tu c'est, cliques dessus, ça donne quoi? attends, bon, on va regarder. Non, c'est aussi, Ah ah non, non, mais je en crois que fait, c'est une c'est la catégorie. C'est une catégorie. catégorie. Ah, T'as raison, c'est la t'as cat. raison. Oh, elle est incroyable. J'adore. Super héritage. Non, mais c'est des malades mentaux. Bon, bref, donc ça, c'est une association communiste, hein, je vous apprends rien. Je pense qu'on a résumé, le gros de leur projet. Et donc, en fait, il y a eu une sacrée polémique, là-dessus. Donc, c'est que tous les ans, on verserait 211 milliards d'euros aux entreprises. Euh, Il y a plusieurs niveaux de lecture là-dessus. Le premier, c'est déjà, on ne donne pas cet argent aux entreprises, hein. Il n'y a pas 211 milliards d'euros de l'État qui partent dans leur poche. Mais de toute façon, et je pense que là-dessus on va tomber assez d'accord, il n'y a rien, en aucun cas, qui justifie qu'on prenne de l'argent public, qu'on le mette dans les poches d'une entreprise privée. Ça déjà, je pense que c'est un premier point, que ce soit assez clair. Ce n'est pas libéral de faire ça. Prendre de l'argent du contribuable pour le distribuer à une entreprise privée, c'est pas bien. Par contre, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'aujourd'hui, quand ce genre d'aide existe, c'est pas pour rien. C'est aussi pour compenser tout ce qu'on leur prend et tout le racket qui subissent. C'est qu'aujourd'hui, c'est un patch. Donc oui, moi, je suis 100% pour qu'on arrête de distribuer de l'argent aux entreprises, mais il faut aussi qu'on arrête de leur en prendre. Et peut-être qu'on verra si le rapport de force s'équilibre. Ça va déboucher après sur le sujet justement des 40 milliards d'économies que le gouvernement cherche à faire. Parce que c'était tout ça le fond du sujet. C'est qu'en fait, on cherchait 40 milliards à l'échelle de l'État français. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait plus de 200 qui partaient dans les entreprises. Donc ils se sont dit, bah, let's go. On va, on va taper là-dedans. Sauf que ça a été bien débunk par Nicolas Alfonsi. Juste pour ajouter aussi une façon d'interpréter le truc, c'est que au lieu de se dire genre il n'aurait juste pas fallu prendre cet argent, eux en fait ils se disent juste il est mal alloué. Parce qu'il faudrait pas leur envoyer à des entreprises, il faudrait l'utiliser pour des services publics, pour l'aide à l'immigration, pour sauver la planète. Et, euh, et c'est là où en fait il y a un souci parce que au final dans l'observation du problème, bah on peut être tout à fait d'accord avec eux, se dire bah oui, il faut taxer les super patrons exactement comme tu taxerais n'importe quel autre entrepreneur. C'est pas normal qu'il y en ait qui passent à côté, mais pas avec ce niveau d'imposition aussi. Pourquoi on se retrouve dans cette situation où en fait ils ont besoin d'argent? Qu'est-ce qui a permis à ces gens d'aller demander de l'argent à l'État? Genre c'est toutes ces questions. Et en fait à chaque fois pour eux c'est plus d'État qu'il faut quoi. Faut des organismes de contrôle de plus en plus gros. Faut une Gestapo, genre de problème. Ouais, et surtout que c'est ça, on devrait souligner, c'est que eux, leur but, c'est pas de prendre les 211 milliards et de les faire disparaître. C'est de les Non. réallouer. Surtout pas les réduire. C'est-à-dire, ils sont là. Donc, il y a des gens qui se font traire, qui s'appellent Nicolas, qui se font traire tous les jours. On va continuer à les traire, mais juste, on va détourner l'argent autrement. Parce que là, vu que ça va être pour aider la veuve et l'orphelin, tout va bien. Et moi, ce que j'aime beaucoup, je vous invite vraiment à le suivre, Nicolas Alfonsi, qui passe dans l'émission du Guise, les méchants capitalistes, qui est un malade des stats, et qui a fait un debunk du coup de ces aides aux entreprises qu'on va voir un petit peu ensemble, parce que j'ai suivi de loin, mais je suis pas non plus complètement au fait. Euh, donc là, déjà, il résume dans son premier tweet que c'est pas une aide ou une ligne budgétaire, ni une subvention, mais en fait, c'est l'ensemble des bénéfices accordés par l'État aux entreprises. Ça inclut aussi des réductions d'impôts, des réductions de cotisations. Donc là, c'est ce qu'il décrit ici, donc des crédits d'impôts. Il y a des subventions, effectivement, et les exonérations de cotisations. Ce qui veut donc dire que c'est pas 211 millions qui sortent des caisses, mais qu'une très grande 211 majorité... milliards. De quoi? Attends, c'est 211 Milliards, millions ou milliards, milliards? milliards, Ah, milliards, merde. milliards. Que c'est pas des trucs qu'on décaisse, mais que c'est potentiellement de l'argent projeté qui ne rentre pas parce qu'on va exonérer de cotisations, etc. Donc déjà, bon voilà. Donc, si on en revient déjà à la composition donc qu'il vient de décrire, donc crédit d'impôt 73 milliards, 91 millions d'exonération et de vraies subventions 35 milliards. Bon, déjà, ça veut dire qu'il y a que 35 milliards qui sortent des caisses, hein, et pas 211.
Vas-y, je te laisse finir, Non, non, vas-y, vas-y, c'est une vas-y. anecdote oblige, mais je me dis, il y a quand même de grandes chances que derrière, en plus, t'as montré là, c'était Attaque, c'est ça le média que Ouais, sûrement tu mentionnais. Genre, tu dis, il y a tellement de chances que ce genre d'article, ça soit commissionné par des mecs dans le l'appareil étatique qui en fait essaie de retourner l'opinion pour réussir à aller chercher ces prévisions de budget qu'on aurait dû avoir. En fait, ils essaient de faire de l'ingénierie sociale pour qu'à la fin, ça soit toi qui demande à ce que l'État puisse enfin avoir l'ensemble de la recette fiscale qu'il aurait dû avoir. En vrai, c'est du génie. C'est vraiment ouais. pensé comme ça et que ils ont genre distillé l'idée comme ça. Genre, c'est Ça de la m'étonnerait folie. pas que ça se fasse comme ça. Et puis, ouais, dans tous les cas, le combat, il est tellement à côté de la plaque. Parce que donc, si on regarde vraiment la composition, donc c'est en plus tous ces dispositifs dont eux vont se régaler. Hein. Donc c'est le crédit impôt recherche. Il faudrait qu'on fasse une vidéo là-dessus un jour parce que je l'ai déjà subi en entreprise, ce concept qui est une vaste blague. La CRE, donc l'ACRE, qui est l'aide à la création d'entreprises. Des exonérations de CFE, donc c'est aussi toutes les taxes sur les entreprises, les cotisations, parce qu'il y a en fait, il y a tellement de cotisations, il y a tellement de niches fiscales, il y a tellement de cas possibles que dans certains cas, effectivement, l'État se dit tiens, on va exonérer telle entreprise parce qu'elle fait ça, parce qu'elle représente ceci pour nous. Et en fait, comment c'est présenté par Attaque et les gauchistes, c'est regardez ce qu'on donne aux entreprises. En fait, c'est juste regardez ce qu'on prend. Et là, maintenant, ce que vous soulignez, c'est ce qu'on leur rend un petit peu, comme ça, comme des esclaves, que tu nourris de temps en temps, et on dit, bon, tiens, pour te maintenir en vie, on va quand même te retirer ça. Tiens, on va quand même te faire ça. T'es en train de gueuler, tiens, on va te donner ça. C'est exactement ça, hein, c'est pas l'inverse. Parce que regardez combien ces entreprises-là touchent, je veux dire, payent en cotisation, en impôts. Elles ont des salariés en France. Un salarié, je vous ai montré sur le simulateur tout à l'heure, quasiment 50% qui part en cotisation. Donc prenez tous les salaires versés, toute la somme des cotisations, vous allez voir que là, on dépasse largement les 200 milliards et qu'en fait, il y a un tiers du PIB déjà qui est produit par ces entreprises juste comme ça. Donc, c'est un délire. Là, ce que je cherche dans son truc, c'est aussi le fait que la plupart, en fait, c'est ça le plus drôle, c'est que c'est des entreprises publiques qui en bénéficient. Euh, Ça réfute un petit peu l'argument de se dire que c'est commissionné par l'État. En fait, ça dépend quel est l'objectif final à la fin. Hein. Ça peut être, oui, regardez, en fait, on en donne seulement 80% à la SNCF. Il faudrait donner 100% parce qu'en fait, il reste encore 2 milliards de déficit. Je le cherche. Ah oui, voilà. Voilà. Donc, les deux plus grands consommateurs d'allègement, donc de cotisations, etc., c'est la Poste et la SNCF. Donc, déjà, ce qu'il faut visualiser, c'est l'échelle de ces entreprises. La Poste et la SNCF, là, il les met en face de Carrefour et Total, qui sont des entreprises mondiales qui emploient une quantité de gens à titre privé colossale, versus la Poste et la SNCF, qui reçoivent respectivement chacun 350 et 318 millions d'exonérations chacune. Donc bon, En comme fait, d'une certaine manière, c'est une sorte d'exil fiscal légal, quoi. Mais contourné. En gros, tu te dis oui et non, non, c'est juste des subventions, des enveloppes fiscales, mais en gros, c'est juste, bah, elles payent pas d'impôts, quoi. On leur reverse tout d'une certaine manière. ouais. Et dans le cas de la Poste et de la SNCF, ce qui est quand même très drôle, c'est que c'est des entreprises qui sont financées donc, par vu qu'elles sont en déficit, c'est l'État qui finance ce déficit, parce qu'elles sont incapables de gagner de l'argent parce qu'elles sont mal gérées. Et en plus, elles arrivent à faire du déficit malgré tout ça. C'est ça le plus fou. Mmh. C'est-à-dire qu'on a beau les Ouais. alléger, les aider, les mettre bien, à la fin, faut quand même remettre la main à la poche. Mais si on compte vraiment tout ce qu'on met à la main à la poche, c'est un désastre. Donc, alors oui, bon, alors ça faut qu'on en parle. Ça, c'est un régal. Ça, c'est vraiment. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film-là. C'est la folie. C'est, c'est, c'est un. Bah, il y a un Radio Dixie du Guise avec Baptiste Marchal, ils en parlent pas mal. Je vous invite à le voir. C'est un régal. On prend vos impôts, on vous raquette pour faire un film noté 1,8 sur, en gros, une conquête spatiale africaine dans un monde C'est noté dystopique. 1,8 Ouais, ouais, la note, elle est c'est l'un des films les moins bien notés. sur 5. Ouais, attends. C'est sur IMDb, c'est ça?
Bah, je vais aller sur Allociné, tu vois, pour faire un truc franco-français. Ils ont 2 de la presse, mais je crois que... Ah non, c'est 2. Bah, c'était remonté quand il y avait eu du 1 quelque chose. On va voir sur IMDb, juste pour se marrer. Ouais. IMDb, 4/10. Ouais, c'est les... Ça fait 2, quoi. Peu. Ok. Non. Et donc, C'est marrant, c'est le détournement, en plus, du concept de grand remplacement. ah oui, c'est ça, c'est la blague, hein. C'est que c'est un film engagé, tout ça. Et financé par nos impôts. Voilà, ils avaient reçu je sais plus combien de millions pour faire leur truc, et c'est un flop monumental, hein. C'est que je crois qu'il y avait une moyenne de 6 à 7 personnes par salle au lancement, ce qui fait quand même pas grand monde. On est quand même loin de Avengers Endgame et compagnie. Donc là, ils comptent aussi, par exemple, le CNC dedans, qui est une vaste blague, hein, qu'il faut fermer. Et ce que j'aimerais bien retrouver là-dedans... Mais ce qui est fou, c'est que ces films, c'est vraiment, genre, c'est de la propagande, quoi. Mais ils vont te dire non, c'est de la culture. Ouais, bien sûr. On finance la culture du pays. Oui, bah oui, la culture, mais c'est quand bien même le film soit bon et soit, tu vois, un film qui met tout le monde d'accord, tu vois, Intouchable, voilà, un truc qui a mis toute la France à peu près d'accord, même si je trouve qu'il est un peu surcoté, why not? Intouchable, là, il fait ça. Pareil, je dirais la même chose, hein. Là, ce qui est très drôle, c'est que c'est un navet saupoudré de propagande, mais ce serait Intouchable, ce serait le même raisonnement. On n'a pas à payer pour ça. La preuve en est, Intouchable est un film extrêmement rentable qui a fait la gloire de François Cluzet et d'Omar Sy. Ils sont devenus riches et connus grâce à ça, parce que le film est bon, donc ils n'ont pas besoin de nos impôts. C'est pour ça que ça a marché. Ouais. Là, ce film-là, la seule raison pour laquelle il existe, c'est parce que Nicolas paye, c'est tout. Il y a aucun autre motif. Donc c'est une merde que personne ne veut voir, mais vu qu'il y a un délire de gauchiste, bah on va le faire. On va le faire et on va dire que c'est engagé et qu'en fait, bah sans subvention, on peut pas être engagé. Mais en fait, c'est juste que vos combats ne concernent personne. C'est juste une minorité de gens déconnectés comme vous qui vivent au crochet de la majorité. Mais c'est tout, hein. C'est juste que vos combats, tout le monde s'en fout. C'est ça la réalité. Vous êtes une minorité bruyante dont la plupart des gens n'ont rien à secouer parce que c'est des combats de riches. C'est des combats de riches et c'est des gens qui touchent des millions par an pour se faire plaisir, hein, parce que je pense qu'ils ont dû kiffer, hein. Le film a dû être super sympa à tourner, ça devait être très rigolo. Eux, ils avaient aucune pression parce qu'en fait, la majorité de l'argent de la production, c'est nous. Donc, pas de pression. Enfin, bref. Là, donc, je retrouvais pas exactement le moment, mais c'est peut-être dans son deuxième thread, mais il insiste sur le fait que un quart des subventions donc données aux entreprises privées, enfin privées, en l'occurrence publiques, c'est la SNCF, hein. Donc là, déjà, quand Attaque fait son torchon pour désigner tout ça, déjà, il y a un quart, c'est la SNCF. C'est une entreprise publique. Ouais. Que vous voulez absolument renationaliser, comme si c'était pas déjà le cas. Mais vous vous trompez encore de cible, hein. Faut pointer le pistolet vers vous et arrêter de le pointer vers les entreprises. Je vais essayer de regarder, peut-être que sur le deuxième, il en parle un peu plus parce qu'il a fait 2 threads parce que c'est vraiment parti loin. Ce qui est dingue, ça me revient, mais de mettre autant d'argent pour qu'à la fin, ton billet, il te coûte plus cher sur, par exemple, un Paris-Genève en train qu'en avion. Ce genre de choses. Genre, c'est dingue. Non, mais c'est pour ça que le train, alors je trouve ça bien, franchement, enfin, le train c'est agréable, c'est cool et tout, mais c'est un moyen de transport purement collectiviste, hein. Je sais pas, si il serait autant développé dans un monde libre. Je pense qu'on en aurait beaucoup moins et que ce serait que pour des longs trajets, tu vois, par Ouais, exemple, parce que les chemins de fer ont quand même émergé avant l'avion, la voiture et compagnie. Enfin, en tout cas, le développement généralisé. Donc, à la base, et puis ça a émergé, je pense, quand même de quelque chose d'assez privé, hein, à l'époque. Mais je pense pas qu'on l'aurait autant développé parce que c'est quand même un moyen de transport purement collectiviste. Et je sais pas ouais, s'il y aurait eu d'investissement. le problème, c'est que tu sais jamais ce qui se serait passé, mais en tout cas, nous, on part du principe que ça aurait été toujours mieux. En grande, dans la Ou plupart peut-être des pas, cas. hein, peut-être qu'on aurait des moins bonnes lignes de train, mais qu'on serait juste un peu moins pauvres chacun. Ouais, C'est qu'on aurait eu plus, tu vois. Au lieu d'avoir des super lignes de TGV où tu peux aller de Paris à Bordeaux en 2 heures, bah, en fait, on mettrait 4 heures, mais les gens mangeraient à leur faim, il y aurait un taux de pauvreté moins élevé, moins de chômage, tout ça, tout ça. C'est ça que les gens ne voient peut-être pas. on bougerait en hélicoptère ou en drone qui consomme rien et qui va à la vitesse une vitesse de dingue. Mais ouais. Ouais.
Mais Et après, peut-être que ça aurait été aussi peut-être plus du fret, tu vois, sur au début, sur des cargaisons pour les entreprises de matières premières, ce genre de choses. et dans ce cas-là, ce qui aurait été d'ailleurs, je pense, hein, ce que tu dis, je pense, c'est hyper probable, c'est que c'est souvent des usages privés dans B2B qui découlent du B2C. C'est-à-dire que ça aurait Hum, été peut-être justement, et je pense que les trains, c'est ce qui s'est passé au début, hein, c'était pour transporter des marchandises, et après on a mis des gens dedans, parce qu'on s'est rendu compte que marginalement, on fait plus d'argent à transporter des gens au quotidien, et que de temps en temps, bah, le fret c'est pratique. Et je pense que ça aurait peut-être été développé comme ça, c'est-à-dire des trains de marchandises, puis on commence à faire rentrer des gens, etc. Je pense que ça se serait vraiment passé comme ça. Et pour revenir sur le thread de Nicolas Alfonsi, ça boucle en plus avec le site là de Nicolas que je vous ai présenté au début et qu'on a développé. C'est l'arbre, quand il parle d'arbres qui cachent la forêt, c'est vrai que eux ils disent que les 211 milliards, c'est un tiers du budget de l'État. Parce qu'eux, ils considèrent que l'État, son budget, c'est... Alors, moi, j'ai plutôt des chiffres de 600 milliards, mais bon, admettons. Et en gros, ils disent qu'en fait, le budget de l'État, c'est que ce qu'on appelle budget de l'État. Mais en fait, le budget de l'État, c'est aussi le budget de la Sécu et des collectivités. C'est la même chose. C'est là où partent vos impôts et vos cotisations. Et en fait, eux, ils vont se dire, non, l'État, c'est juste ça. Mais la Sécu, c'est forcé. C'est l'État. Les collectivités, les régions, vos impôts locaux, c'est aussi l'État. C'est pas parce qu'on a appelé ça région que c'est plus l'État. Et donc, eux, en disant, voilà, c'est la moitié ou un tiers du budget de l'État, non, en fait, c'est beaucoup moins. Déjà, si on prend le budget global, donc lui, il le met à 1669. Nous, sur le site, on est à peu près à 1443. Ça dépend, en fait, des années, de la source. Puis, de toute façon, en fait, personne n'en sait jamais rien, hein. C'est toujours des estimations. Donc, déjà, je trouve ça intéressant de vous mettre ça sur le papier et en perspective. c'est vraiment du mauvais journalisme, quoi. C'est du journalisme de... Tu sais, bah, c'est même pas le journal j'allais dire que tu lis aux chiottes, parce que généralement, tu lis des trucs souvent sympas aux Ah chiottes. non, lui, il est sur le rouleau. C'est le journal avec lequel tu te torches le cul, en fait. Et, euh, et donc, là, ce qu'il décrivait, alors oui, il remet en perspective, c'est vrai que c'est assez intéressant, par rapport aux autres dépenses qu'on fait. Donc, il mettait en avant, c'est vrai que le premier poste de dépense de l'État, c'est les retraites. 388 milliards. Et personne s'indigne de ça. Et donc là, en fait, il débunkait un élu, je suppose, de gauche, voire communiste, qui disait que c'était le premier budget de l'État. Donc, pour vous rappeler que les députés sont des menteurs, ça c'est pas nouveau. Après, ils veulent mettre en avant donc leur taxe Zuckman. Je sais pas si t'en avais entendu parler de ce Non, non. truc génial. La taxe Zuckman, ça c'est un bon concept. Bah, c'est résumé ici. C'est une taxe sur les ultra riches de 2% de leur capital. Ah oui. Attends, c'était quoi déjà? C'est comme le Parti pirate, un peu? C'est dans la même veine que Piketty, parce qu'eux, ils sont basés sur les travaux de Piketty. Euh, donc en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est on prend ton capital et chaque année, tu payes 2% de ton stock, qu'il soit mobile, immobile, qui te serve à quelque chose ou pas, on s'en fout, tu payes. Qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, ça va se passer comme en Norvège ou comme en Angleterre récemment. Les gens vont se barrer. Et c'est toujours la même histoire, hein. Vous allez mettre une taxe comme ça. On reprend notre échelle de la solvabilité et de la mobilité. Ils sont pas si solvables que ça, les ultra riches. Détrompez-vous. C'est des gens qui ont de l'argent dans des sociétés. C'est des gens qui n'ont pas un compte courant avec 1 million d'euros et juste de l'immobilier en France. Ils sont assez peu solvables en France par rapport à leur fortune. Et surtout, c'est les gens les plus mobiles. C'est-à-dire que eux, tu leur dis, le lendemain, ils sont dans un jet. 2 jours après, ils sont à Jersey en train d'ouvrir un compte dans un paradis fiscal et de déplacer tous leurs capitaux. Donc, bon, voilà. Et là, en gros, un impôt plancher pour les ultra riches dont le patrimoine dépasse 100 millions d'euros. J'aime bien la notion de l'absence d'objectivité, hein. Ultra riche égale plus de 100 millions d'euros. Why not? Et ça leur permettrait en fait Et de... 100 millions, ça fait du monde, hein, quand même. Ah, 100 millions, c'est pas si peu de gens que... C'est des milliers de personnes, hein, il me Ouais. semble. C'est pas si peu de gens. Et en fait, voilà, je voulais revenir sur cette page. C'est qu'en fait, ils, ils sont complètement cons, en fait. Il y a un moment, c'est qu'en fait, ils disent oui, la fiscalité est régressive pour les ultra riches parce qu'ils payent 2 fois moins d'impôts sur le revenu. Pourquoi un riche paye moins d'impôts sur le revenu? Parce que qui paye le plus d'impôts sur le revenu, c'est les gens qui ont des revenus. Et généralement, c'est des revenus pas du capital, parce que dans ce cas-là, tu payes pas de l'impôt sur le revenu, mais tu vas payer de l'impôt sur les sociétés, plus une flat tax. Donc c'est pas de l'impôt sur le revenu.
ceux qui payent de l'impôt sur le revenu, c'est les salariés, pour la plupart. Ou les gens qui ont leur boîte et dont ils se salarient, ou qui ont des sociétés à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Mais c'est généralement pas les gens ultra riches. Pourquoi? Parce que la tranche marginale la plus élevée, au-delà de 120 000, bon, ce qui est pas énorme, c'est 45%, alors que la flat tax, c'est 30. Donc, quand t'es pas con, qu'est-ce que tu fais? T'as le choix entre 30 et 45, tu payes 30. Tu payes pas 45. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'acquittent de moins d'impôts sur le revenu. C'est pas parce que c'est des génies du mal, c'est qu'ils préfèrent payer la flat tax. Par contre, ce que j'aurais bien aimé voir là, c'est la contribution, ce que payent en flat tax les ultra riches par rapport aux Français moyens. Et on va se rendre compte qu'ils payent beaucoup plus. Qu'on est loin des 2 fois moins d'impôts sur le revenu et que je pense qu'ils payent largement plus que 2 fois plus de flat tax. Donc voilà, ils nous parlent d'un manque à gagner, c'est juste des débiles mentaux qui savent pas faire des calculs et de prendre tout en compte. Mais si on va au bout de leur truc, voilà, donc c'est 1800 personnes, tu vois, c'est ce qu'on se disait. Et donc là, ils font une estimation que ça représenterait 20 milliards d'euros par an. Je fais le pari que si on gagne déjà 100 000 euros grâce à ça, c'est un miracle. Et comment en plus tu peux dire par an? Genre comme si tu disais, voilà, ils gagneront toujours autant. Non, parce qu'en fait, ils prennent toujours avoir Non, parce qu'ils prennent leur capital. Ils se disent aujourd'hui, les riches, les ultra riches, là, ils représentent 1000 milliards. Première année, on prend 2%, donc 20 milliards. Puis l'année d'après, on déduit ces 20, ou en fait, ils vont tellement continuer à s'enrichir que ça va se reconstruire. Mais voilà, non, mais ça veut dire qu'ils font une estimation, genre, ils font un scénario. En fait, là, ce qu'ils présentent pas, c'est les hypothèses de départ. C'est que le mec aura toujours la même richesse, avec une taxe de 2% en plus, quoi. C'est que tous les ans, il aura toujours autant, voire plus, et qu'on pourra toujours autant lui prendre, quoi. Qu'il n'y aura aucune répercussion. Et surtout, que le mec va pas se barrer. Ouais, non, mais voilà, mais ça fait partie des répercussions. Non, parce que toi, là, dans ton scénario, et c'est déjà vraiment le scénario important, c'est en partant du principe que le mec reste aussi riche au fil du temps, mais même au-delà de ça, c'est juste, ça va disparaître, il va se barrer. Faut être con, hein. Faut vraiment être d'une débilité profonde pour se dire, tiens, ouais, je file les 2%, pour que d'ailleurs, on aille financer des films de gauchistes. Non, tu te barres. Donc bref, c'est toujours la même histoire avec leur taxe sur des stocks. Et ce que je trouve assez intéressant là, c'est qu'ils parlent de saignée austéritaire à nos finances publiques. C'est quand même marrant de parler de saignée austéritaire quand la dépense publique augmente chaque année. Hein. Je sais pas comment eux, c'est quoi une saignée chez eux. Mais chez moi, quand tu rajoutes tous les ans, t'es pas en train de saigner, t'es juste en train d'empiler. C'est pas le même concept. Il y a quand même un truc en plus dans le raisonnement à chaque fois gauchiste comme ça, c'est de se dire que cet argent, on pourra créer davantage de ressources avec que le capitaliste est capable d'en produire. Parce que l'argent, c'est pas des ressources, quoi. C'est pas parce que tu vas prendre d'un coup 20 milliards au gars que d'un coup, en fait, ces 20 milliards, c'est des télés, des frigos et de la bouffe pour tout le monde. Genre, c'est juste une potentialité pour faire des choses avec. Et en fait, il faut juste savoir, est-ce que toi, avec ces 20 milliards, tu feras des meilleures choses que lui avec sa boîte? Est-ce qu'il va pouvoir, lui, davantage se développer, faire de la R&D, faire ce genre de choses? Le truc, c'est qu'à chaque fois, on voit quand c'est l'État qui prend l'argent, par exemple avec la SNCF, il est obligé de trouver tous les moyens possibles pour se donner des aides parce qu'en fait, il est improductif et il n'arrive pas à faire générer de la thune, quoi. Genre, à chaque fois, il a besoin, lui, de parades, de jokers, d'avoir des passes droits. Et en plus, le pire, c'est que on voit à chaque fois que c'est du public, tout le monde peut faire la grève, peut faire des gros doigts à tout le monde. Ils deviennent partie de la mafia, quoi. Ouais, et puis franchement, je trouve que là-dessus, tu vois, il n'y a même pas besoin d'avoir des raisonnements économiques très compliqués. Juste, prenez des entreprises publiques aujourd'hui, regardez ce qu'elles font. Genre, vous prenez même pas leur compte de résultat, vous regardez si elles font des gains ou des pertes, à hauteur de combien elles sont financées par le contribuable. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce qui est financé par le contribuable, en gros, c'est le cheat code d'être public. C'est-à-dire qu'une entreprise privée, quand elle a plus d'argent, imaginons cette année elle fait 1 million de pertes, soit elle a la trésor pour le payer, soit elle va avoir une banque ou elle va avoir des investisseurs pour récupérer ce million, mais si personne lui donne, elle fait faillite. Alors qu'aujourd'hui, la Poste et la SNCF, elles font une perte, elles vont pas aller faire la manche, elles vont juste dire à l'État, au fait, il me manque 1 milliard, donne. Et l'État, il va dire, oui, t'inquiète, je vais aller voir Nicolas, je vais le traire un peu plus, et ça arrive. Mais juste, vous regardez déjà leurs résultats,
vous allez vous rendre compte que financièrement, c'est catastrophique. Vous allez regarder combien de cheat codes elles ont le droit. Donc là, c'est toutes les exonérations, donc Nicolas Alfonsi mettait en avant, auxquelles elles ont le droit. Donc c'est à la fois des cheat codes dans ce qu'elles ne dépensent pas, mais aussi dans ce qu'elles reçoivent. Et mettez en face de ça la qualité de service. Allez, prenez le train, regardez la qualité du service, regardez si la SNCF est la meilleure compagnie ferroviaire du monde malgré tout ça, comparez-le au budget des autres entreprises ferroviaires dans le monde, comparez-le, pareil pour la Poste, est-ce que la Poste marche mieux que des services privés de livraison? Est-ce que pour ce qu'on paye, Par rapport au prix, ouais. voilà, par Mais rapport au prix, le problème, c'est que ils ont tellement disrupté les signaux de prix que même le calcul est extrêmement dur à faire. Parce ouais. que le problème, c'est qu'il faudrait se dire, ouais, si on enlevait toutes ces aides, à combien devrait être le prix du ticket pour qu'il puisse être rentable? Et là, on le voit, on donnait l'exemple avant du ticket des SNCF pour un même trajet avec un trajet en avion. Et le problème, c'est que le calcul est super dur. Et le problème, c'est que même l'avion, il y a des subventions, il y a des trucs, il y a des aides. Donc en fait, à la fin, tu peux pas vraiment faire le calcul. C'est extrêmement dur. Et ils ont tout disrupté. Et c'est un enfer. Bah, et c'est que c'est marrant ce que tu dis parce que les gauchistes, pour mettre en avant le train par rapport à l'avion, ils disent oui. En plus, eux, dans leur raisonnement, et je l'ai vu passer récemment, c'est l'avion bénéficie de plus d'aides parce que il y a une exonération de taxes sur le kérosène. Ouais. En gros, le kérosène n'est pas taxé. Et à partir de ça, ils vont dire regardez, si on remettait des taxes pour rétablir la justice, en fait, on verrait que le train coûte moins cher. Et c'est pour ça qu'en fait, en avion, on peut proposer des trucs à 40 euros. Bah non, c'est juste qu'en fait, l'avion est un peu plus privé que le train. Donc, en fait, ils arrivent à, derrière, faire en sorte de proposer des vols à 40 euros quand le train, ça va être 170 euros pour le même trajet. Parce qu'en fait, on a flingué les signaux de prix. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'en plus, ce serait pas 170 euros dans un monde privé, géré correctement. Mais ce serait peut-être 250 parce qu'en fait, on se rend compte que c'est tout le monde qui paye. Et les gens vont se dire oui, mais au moins, comme ça, le train, il est plus accessible. Donc, ce que vous dites par là, c'est que pour que vous payiez votre billet de train moins cher au nom de votre idéologie, vous êtes prêt à faire contribuer votre voisin pour subventionner ce qu'il aurait dû coûter. Et c'est OK pour vous. C'est OK de vous dire, bon, je veux que tout le monde paye pour ma lubie. Moi, je trouve que le billet de train au-dessus de 100 euros, c'est pas juste. Donc, je vais faire voter des lois pour plafonner les prix. Et ce qui va permettre, en fait, de faire passer les billets en dessous de 100 euros, c'est que tout le monde mette la main à la poche, parce que sinon l'entreprise est cool, et elle est incapable de tenir la route. Moi, je trouve ça très égoïste comme raisonnement. C'est que eux, ils se revendiquent humanistes, penser à tout le monde, la veuve, l'orphelin, le social, la collectivité. C'est hyper égoïste. C'est hyper égoïste parce que tu fais payer tout le monde pour toi. Parce que c'est toi qui imposes aux autres. C'est pas tout le monde qui impose à quelques individus. C'est le rapport de force, il est inversé. C'est des minorités de gens. Surtout qu'ils partent toujours du principe que voilà, ils ont la vérité définitive, il y a plus de doute. Mais même sur les questions écologiques, genre ils sont en train de comparer des émissions de CO2 qui peuvent être totalement remises en question sur leur impact sur l'écologie globale, la pollution, et le fait de par exemple avoir une ligne de train qui te coupe un territoire en deux. C'est littéralement ce qui se passe. Genre d'un coup, t'arrives dans n'importe quel endroit, tu le coupes en deux. Genre c'est extrêmement rare qu'il y ait des passerelles qui passent au-dessus ou en dessous qui permettent à vos écosystèmes de communiquer ou n'importe quoi. Genre faut voir la taille du truc. Genre il te coupe des collines en deux, il t'amène à chaque fois l'infrastructure qu'il faut pour construire ça, c'est juste colossal. Et après il faut l'entretenir. Il y a tout ce travail, alors que derrière t'as juste une piste d'arrivée, une piste de départ, et tu fais passer des centaines, des milliers d'avions toutes les semaines. Et surtout, c'est ça où d'ailleurs ce que tu dis c'est hyper intéressant et qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure quand on faisait la comparaison avec le train, c'est que si il y avait vraiment un état de droit et une vraie propriété privée, ces lignes de train elles verraient même pas le jour. Parce qu'on voit, hein, ça déplace des populations aussi. C'est pas juste quand tu veux le faire passer quelque part, il y a les écosystèmes, etc. Mais si les écosystèmes étaient privés, que les gens avaient donc des incentives à les maintenir et que ça appartenait pas à personne, c'est-à-dire l'État, et que par exemple la forêt que tu veux traverser, la montagne que tu veux creuser appartenait à quelqu'un, à moins de bien l'incentiver, mais là le projet va commencer à coûter très cher,
pour lui dire: «Bah, écoute, on va te verser une rente, sur 150 ans, on va tout prendre à notre charge et on va faire ça bien». Bah, en fait, le Ouais, produit après, ouais, si on veut être tout à fait honnête, tu peux aussi faire la même chose sur l'avion. Genre, tu peux te dire, bah voilà, la pollution sonore que dans un rayon de 3-4 kilomètres autour de l'aéroport, puis sur les passages, les couloirs aériens, combien ça représente en... mais ce que je veux dire, c'est que c'est des redevances de nuisances sonores autour des aéroports, en sachant que quand tu es Ouais, dans le ciel, il y a autour, pas de mais bruit, ouais, ça dépend. c'est que Parce les que quelques moi, par kilomètres exemple, autour. j'habitais à, je crois, une dizaine de kilomètres en vol d'oiseau de Orly. Tu mets 10 kilomètres de circonférence comme ça fait un sacré périmètre, une Mmh. sacrée aire. Genre, ça en fait du monde quand même, hein. Et moi, l'avion, je l'entendais quand même vachement bien, hein. Ouais, non, mais après, je dis pas que ce serait facile et que Ouais, ça marcherait bien. Mais, et puis même, dans tous les cas, en fait, après, c'est toujours un rapport de force. C'est que tous ces gens dans cette région sont contents d'avoir Orly aussi pour voyager. Ce qui fait exactement. que, voilà. Ils vont se dire, OK, bah, j'accepte peut-être que on impose collectivement, mais de façon, contractuelle entre, par exemple, la ville ou le regroupement de je sais pas quoi et le constructeur de l'aéroport, une sorte de taxe, mais qui est juste contractuelle, ou voilà, il y a une redevance des bénéfices, ou je sais pas, on paye pas les billets d'avion, j'en sais rien, ils se démerdent, parce que on va avoir de la nuisance sonore, parce que ça génère de la pollution, parce que ce que tu veux, ce qui est quand même plus gérable que de dire, bah en fait, on va couper la France en quatre, parce qu'on va mettre des lignes de train, qu'il va falloir négocier avec tous les propriétaires terriens, et là en fait, tu te rends compte que le truc ne peut pas Ouais. marcher. Et là, encore une fois, c'est juste une histoire d'information. C'est que dans un cas, tu peux avoir l'information qui remonte, se dire, bah, si d'un coup, il y a trop de redevances que tu dois redonner aux populations locales, que d'un coup, ça fait augmenter le prix et que les gens, en fait, sont même plus capables de payer les billets, qu'il est pollué et que l'entreprise, je sais pas, l'aéroport plus les compagnies font faillite, et bah, bon, bah, peut-être que ça va avoir foiré sur 4-5 ans, mais le jour où ça va revenir, ils vont prendre une autre décision et vont se dire, bon, ok, j'accepte parce qu'au final l'avion c'est trop important pour moi. Je suis prêt à ne pas recevoir cette redevance si ça me permet de voyager. Ouais, c'est toujours un jeu d'incentive et de rapport de force, et les gens pensent que dans une société libre avec une propriété privée absolue, et je le vois souvent, hein, c'est, je suis un industriel, je veux construire une usine sur la propriété de pauvres gens, j'arrive, je casse tout, et je construis. Bah non. Ça, c'est possible avec l'État. C'est possible avec l'État qui va faire en sorte, en fait, de tous vous virer, de vous mettre dans un HLM à 500 mètres et de permettre, via un passe-droit et des accords, à un industriel. Mais sinon, si c'est votre propriété privée qu'elle est absolue, il suffit qu'il y ait un mec qui ait 1 centimètre carré là où on veut s'installer qui dise non, bah non, c'est non. Et fin. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est le truc le plus juste qui existe et on a respecté le consentement de tout le monde et pas de la majorité, parce que c'est aussi à distinguer, et on nous l'a reproché récemment dans un commentaire aussi, de défendre le concept d'homo economicus propre aux monétaristes, l'école de Chicago et Milton Friedman en général. Ce qu'on réfute, enfin, en tout cas à titre perso, totalement, c'est cette vision en fait essentialiste et d'individu purement rationnel qui fait toujours les bons choix, où on va se dire bah en fait on peut calculer le bénéfice global de chaque action et donc nier l'individu. Bah non en fait, parce que dans ce cas-là en fait, ce qui se passerait là, si on exproprie tout le monde, enfin si on veut exproprier tout le monde et qu'il y en a un qui refuse, selon cette définition, on va se dire oui, mais en fait le bénéfice global pour la société est supérieur, on va l'indemniser, mais on va quand même le virer. Et en fait, ça se résume que à des compensations financières, etc. Alors qu'en fait, le mec, ça se trouve, il a enterré sa grand-mère dans le jardin, il veut rester là. Enfin, il y a aucun argent qui va lui permettre de se décider, etc. Et c'est comme ça. Donc Et en même temps, faut garder en tête qu'en permanence on vit pas dans une utopie ou dans un monde parfait et que genre il y aura pas de monde comme tu le décris, tu vois. bien sûr que non. Genre, non, non, mais en gros, le jour où, bah voilà, t'as une très grosse entreprise qui est à côté de chez toi qui te dit, bah, pars, on est prêt à te donner tant. Genre, il faut se dire qu'il y a aussi la réalité et que, ouais, bah, peut-être qu'un jour, si tu dis vraiment non trop longtemps et que tu refuses des trop grosses sommes, bah, ouais, tu vas peut-être disparaître, quoi. Un jour, tu vas avoir un accident, tu vas tomber, voilà, non, mais, et le problème, c'est que, voilà, il y a un moment, c'est la réalité du monde, tu peux pas t'en défaire et, et Et il y a le des seul, rapports de pouvoir et c'est tout ce que tu peux faire. Et ce que tu veux, juste, c'est que le pouvoir soit le plus décentralisé possible
pour que ce gars-là, bah, peut-être sur une personne ou deux ou un petit groupe, bah ouais, ils peuvent les faire disparaître ou au moins essayer d'avoir l'air légal, mais que quand on parle à un groupe suffisamment gros, ils soient pas en capacité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est l'État et l'État, bah, il peut le faire avec le pays entier. C'est ça. Et ça, c'est Et, complètement fou. c'est d'où l'importance de la souveraineté individuelle là-dedans. C'est que plus Hein. l'individu sera souverain, plus il aura des moyens, des contre-mesures, plus il sera capable de faire poids. Sauf que le problème, c'est que toute sa souveraineté aujourd'hui, elle est déléguée à l'État, et aussi la souveraineté de la force. C'est-à-dire que bah, si l'individu, par exemple, il est armé, si par exemple, il a le droit de se défendre vraiment, s'il a beaucoup plus de droits, pour le virer, ça commence à devenir relou. Et dans ce cas-là, l'entreprise privée, oui, si elle veut partir en guerre, elle peut le faire. Et il y aura des cas où ça peut dégénérer. Mais on sent bien que ça commence déjà à devenir relou et qu'il vaut peut-être mieux déplacer de 500 mètres son entreprise plutôt que d'entamer une guerre contre un mec retranché. Non. C'est sûr. L'histoire des armes, c'est ultra important parce que d'un coup, ça rajoute aussi de l'équilibre où il y a plus juste de l'argent, mais tu peux Et te puis, défendre. l'entreprise, faut pas oublier que c'est un conglomérat d'individus, hein. C'est pas un truc abstrait où genre c'est l'entreprise qui arrive qui veut tuer les gens. Il y a des gens derrière. Par définition, Ouais. les gens sont pas forcément des espèces de monstres, tous d'accord pour aller zigouiller le mec, pour aller construire une usine pour élever des poulets. Ça se passe pas que comme ça. Aujourd'hui, ça existe parce qu'en plus on a des conglomérats qui devraient pas exister pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Mais avant tout, c'est aussi une somme d'individus qui sont eux-mêmes producteurs dans ce cas-là, mais aussi consommateurs, qui savent que si tu fais ça, bah, c'est la porte ouverte à d'autres choses, tu crées des jurisprudences pourries, et derrière, en fait, tu crées pas une société équilibrée, donc il y a tout un jeu d'incentives qui peut se mettre en place, etc. Et cette observation, tu peux la faire en plus dans les deux cas, c'est que c'est la même chose pour l'État. C'est aussi des gens qui pensent à leur propre intérêt, qui ont leurs défauts, leurs vices et qui sont corruptibles, corruptibles. Corruptible. Ouais, ouais. Non, exactement. Moi, je trouve que ça fait déjà une bonne vidéo là. Hein. Ouais, je pense que c'était assez dense. N'hésitez pas encore à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez préféré par rapport à celle de la semaine dernière. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un format récurrent comme ça. Où au final, vous voyez, il y a des sujets de fond enfin d'actu qu'on essaie de traiter, mais c'est surtout des sujets de fond on parle de tout et de rien. Donc faites-le nous savoir avec un commentaire, un like, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter aussi, enfin sur X, parce qu'on vous pose souvent des questions sur les sujets que vous voulez qu'on aborde. La semaine dernière, on a répondu à pas mal de questions qui nous avaient été posées. On fait aussi des posts sur YouTube pour ceux qui veulent nous poser des questions sur YouTube, là, dans les espaces communautés. Donc n'hésitez pas. Je N'oubliez voudrais pas. rajouter un mot, parce que c'est vrai Ah qu'on oui. l'a peut-être pas mentionné au début et on aurait dû. Mais pourquoi How to Bitcoin? C'est quoi le lien avec toutes ces conneries? Et c'est juste qu'à chaque fois, bah voilà, on parle de l'individu souverain, de ta solvabilité et de comment en fait, bah ouais, plus t'es soumis à l'État, plus il va pouvoir faire en fait tout ce qu'il veut avec toi. En fait, Bitcoin, c'est un super outil pour ça. Et c'est pour ça qu'on parle en permanence du problème de voilà, c'est ce cet organisme, cette façon de construire la société qui s'est mis en place en France et comment aujourd'hui, en fait, t'as Bitcoin, cet outil qui débarque de nulle part et qui te permet au fur et à mesure, bah, de t'en extraire, qui est un des outils que tu peux mettre, que tu peux prendre et qui est dispo pour toi, qui est toujours en train de tourner, H24, 7 jours sur 7 et dont on fait aussi des vidéos où on va t'expliquer, voilà, comment l'utiliser avec des tutoriels et puis des interviews de gens qui vous expliquent, voilà, pourquoi c'est incroyable. Et puis c'est surtout l'une des solutions, j'en profite pour reboucler sur le site de Nicolas qui paye, mais il y a une page solution où justement on en parle très rapidement. Et c'est surtout la solution la moins douloureuse, hein. C'est que ça Ouais. demande pas de s'expatrier, ça demande pas d'arrêter de payer ses impôts, ce que je vous incite pas à faire, parce que ça c'est très douloureux hein, généralement. Euh, c'est c'est indolore, c'est hyper satisfaisant. D'un point de vue financier, c'est intéressant. Et même en fait à l'échelle philosophique et individuelle, vraiment pour se construire, c'est hyper sympa et c'est comme ça que nous voilà, on en arrive à parler de tout ça. Comme tu as dit, c'est la on parle du problème, mais la solution, je pense la première pour tout le monde, c'est Bitcoin. Donc intéressez-vous. Ah, vous avez compris. Abonnez-vous à cette chaîne et nous on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.